Bonjour. Les 6 vidéos précédentes ont porté un regard critique sur la trajectoire de l'Union européenne, ses objectifs affichés et ses objectifs cachés, son bilan économique et géopolitique, ses occasions manquées, son évolution progressive vers ce que le psychiatre Andrew Lobachevsky appelait une pathocratie. Le descriptif de ces 6 vidéos précédentes se trouve à la fin de cette vidéo. Cette fois, nous allons changer de registre, non pas abandonner le regard critique, mais chercher à comprendre pourquoi les choses se sont passées ainsi, en mobilisant des outils que l'on convoque rarement en géopolitique, et surtout tenter d'esquisser ce que l'Europe aurait pu être et pourrait encore devenir si elle acceptait de s'engager dans un vrai travail sur elle-même. La démarche est résolument transdisciplinaire, elle ne prétend pas à l'objectivité académique conventionnelle, elle croise l'anthropologie, la psychanalyse, la psychologie analytique et la psychologie politique. Pourquoi mobiliser des outils aussi différents que les systèmes familiaux d'Emmanuel Todd, le processus d'individuation de Carl Gustav Jung, les travaux de Vamik Volkan sur la psychologie des grands groupes, les concepts de Calypso Nicolaïdis sur la démocratie, la communauté de sécurité de Karl Deutsch ou encore la double démocratie de Philippe Rothweiler. Parce que les crises européennes ne sont pas seulement des crises politiques ou économiques, elles révèlent des dynamiques plus profondes, des mécanismes collectifs qui font étrangement écho à des mécanismes que la psychologie a identifiés à l'échelle individuelle: la projection, le clivage, le déni, l'incapacité à l'autocritique, la fabrication d'un ennemi extérieur pour éviter de se regarder soi-même. Cette approche a d'abord été esquissée dans un livre publié en 1993, coécrit avec Philippe Rothweiler, et elle a été poursuivie et enrichie depuis sur le site changerhumanisé.fr. Et cette vidéo en constitue la mise à jour la plus récente et la plus aboutie. Donc, pour comprendre l'Europe, il faut commencer par ce qui la rend unique au monde. Emmanuel Todd a montré que l'Europe est le seul espace au monde où coexistent 4 systèmes familiaux exogames distincts. L'exogamie, le fait de se marier en dehors de son groupe proche, est précisément ce qui a permis, au fil des siècles, un processus de différenciation. C'est de cette différenciation qu'ont émergé les nations européennes avec leurs traditions, leur culture, leur système économique, politique et religieux propre. Ces 4 systèmes sont la famille nucléaire absolue, typique de l'Angleterre et des pays anglo-saxons, la famille nucléaire égalitaire, caractéristique du bassin parisien, la famille souche dominante en Allemagne ou en Autriche, et la famille communautaire exogame, présente en Russie, dans une partie de l'Europe centrale, comme en Serbie en particulier. Chaque système familial engendre des prédispositions culturelles, des façons naturelles de concevoir l'autorité, l'égalité, la relation à l'État, à l'individu, à la communauté. Mais chaque système possède aussi des dérives potentielles, des pathologies qui surgissent quand ces tendances profondes ne sont pas conscientisées et régulées. Ainsi, la famille nucléaire égalitaire a basculé dans la terreur révolutionnaire, la famille communautaire exogame a engendré le totalitarisme collectiviste stalinien, la famille souche a dérivé vers la hiérarchie raciale du nazisme, et la famille nucléaire absolue a produit ce que les Américains appellent le manifeste Destiny, cette conviction messianique d'être une nation élue, porteuse d'une mission civilisatrice universelle. Donc ce dernier point mérite qu'on s'y arrête. Les États-Unis se définissent comme la nation indispensable, celle qui doit propager ses valeurs dans le monde entier.
Cette conviction, renforcée par la chute de l'URSS en 1991 et le mythe de la fin de l'histoire, puis par les attentats du 11 septembre 2001, a structuré toute la politique étrangère américaine depuis le moment unipolaire, depuis la chute de l'URSS. Elle produit une lecture du monde fondamentalement manichéenne. D'un côté, le bien, incarné par le modèle occidental néolibéral, mais en opposition à ce modèle, on trouve des pays qui ont des valeurs différentes, comme la Chine et la Russie, toutes deux structurées sur la famille communautaire exogame, ou encore comme le monde arabo-musulman, structuré sur la famille communautaire endogame. Donc voilà une carte qui montre la répartition de ces différentes familles dans l'ère européenne. Qu'est-ce que le processus d'individuation chez Jung et pourquoi est-il pertinent pour analyser notre propos? Après avoir développé sa personnalité vers le milieu de la vie, entre 35 et 45 ans, se pose inévitablement la question de la confrontation au côté refoulé de sa personnalité. Ce que Jung appelle l'ombre, c'est l'ensemble de ce que nous avons rejeté en nous-mêmes, nos peurs, nos contradictions, nos violences intérieures, les traumatismes anciens, tout ce qui nous est trop douloureux à regarder en face. Soit l'ombre est toujours projetée sur l'autre, au lieu de me confronter à ma propre agressivité, j'accuse l'autre d'être agressif, au lieu d'examiner mes propres erreurs, je désigne un coupable extérieur. C'est un mécanisme qui, à long terme, risque de conduire à la pathologie, somatique, psychique ou relationnelle. Ou alors débute un travail sur soi, sur son passé, ses traumatismes, les émotions refoulées, ces zones d'ombre, pour les intégrer et s'en libérer plutôt que de les fuir. Cette descente à l'intérieur de soi, dans les profondeurs de la psyché, correspond symboliquement à un processus d'endogamie symbolique, une étape transitoire pour permettre une expansion de la conscience et une relation plus authentique à l'autre. On retrouve dans le discours politique ces mêmes mécanismes. On diabolise la Russie, le chancelier allemand Merz affirmant qu'elle a atteint le niveau le plus profond de la barbarie. Les États-Unis se définissent comme le bien contre le mal, incarné par l'Iran par exemple, tandis que l'Iran qualifie les États-Unis de grand Satan. On retrouve donc un recours systématique au lexique manichéen, du bien contre le mal, la déshumanisation de l'adversaire qualifié de barbare, l'incapacité à l'autocritique, à examiner sa propre responsabilité dans un conflit. Cette lecture ne laisse pas de place à la nuance, à la compréhension de l'autre, à la reconnaissance de sa propre part de responsabilité dans les conflits. Tous ces mécanismes, projection, clivage, déni, sont similaires à ceux que Jung a identifiés à l'échelle individuelle et que plusieurs chercheurs comme Vamik Volkan et René Girard ont depuis théorisé à l'échelle collective. Le processus d'individuation s'inscrit dans le cadre des besoins spirituels de l'être humain, au sommet de la pyramide de Maslow. Ces besoins spirituels correspondent à un travail sur son propre esprit, apprendre à reconnaître les émotions enfouies, à s'en libérer, pour permettre un élargissement de la conscience et une ouverture à l'autre. C'est aussi la quête de sens et se forger une éthique de vie. L'intégration de l'ombre vise précisément à favoriser cette croissance de la conscience, en commençant par une meilleure compréhension du fonctionnement de notre esprit, reconnaître nos émotions, se libérer de nos démons intérieurs et développer des qualités d'ouverture à l'autre, d'amour et de compassion. Ces besoins spirituels complètent des besoins plus immédiats,
le besoin de sécurité, de protection et de justice, que l'on pourrait associer à l'archétype du Sénex, le besoin de liberté, d'indépendance et d'autonomie, lié à une dimension symbolique masculine, le besoin d'exprimer sa créativité, lié à l'archétype du puer, et le besoin d'affection, de partage et de relation à l'autre, lié à une dimension symbolique féminine. Les États-Unis illustrent de manière particulièrement nette ce que peut produire un refus de se confronter à sa propre ombre. Maintien à tout prix de l'hégémonie, guerre par procuration, changement de régime par la force, refus d'un monde multipolaire. La trajectoire américaine depuis 1991 est celle d'une puissance qui refuse d'accepter la transformation du monde. Disparition progressive du droit international, dès 1999 avec la guerre contre la Serbie, puis en 2003 avec l'Irak, loi du plus fort, et même des guerres déclenchées en pleine négociation diplomatique. Et cette trajectoire s'accélère. Le dernier acte en date est la guerre déclenchée par les États-Unis contre l'Iran fin février 2026, avec même l'intention de renvoyer ce pays à l'âge de pierre. L'Iran est un carrefour géopolitique majeur entre le nord et le sud, entre la Russie et l'Inde, entre l'Est et l'Ouest, entre la Chine et la Turquie et l'Europe, un partenaire central des BRICS, et s'en prendre à l'Iran, c'est aussi indirectement contester la montée en puissance de la Chine, perçue comme la principale menace à l'hégémonie américaine. Venons-en maintenant à l'Europe. Le couple franco-allemand est présenté depuis des décennies comme le moteur de la construction européenne, le symbole vivant de la réconciliation entre d'anciens ennemis. Il faut regarder cela de plus près. De la communauté économique du charbon et de l'acier en 1951, avec les frictions sur la question du réarmement allemand qui a conduit à l'échec de la communauté européenne de défense, au traité de l'Élysée en 1963, avec son ajout de dernière minute sous la pression américaine qui en a limité la portée, des frictions autour de la réunification allemande en 1989, au désaccord sur le Yougoslavie avec la reconnaissance de la Croatie par l'Allemagne, en passant par les tensions sur la monnaie unique, le marché de l'électricité, le char du futur et l'avion du futur, la liste des frictions franco-allemandes est longue. L'Allemagne n'est pas un partenaire pleinement souverain, elle est structurée, elle est alignée sur les États-Unis. On pourrait considérer que le côté hiérarchique de la famille souche, qui valorise la subordination acceptée à une autorité légitime, trouverait une forme de cohérence psychologique à se soumettre à une puissance qu'elle reconnaît comme dominante, et qui est elle-même structurée sur des valeurs inégalitaires. Qui plus est, ces deux pays partagent un destin commun dans la lutte contre le communisme. L'achat des F-35 américains pour équiper l'armée allemande, au lieu de développer des alternatives européennes, est le symbole le plus flagrant de cet alignement. La réconciliation franco-allemande est donc plus une coexistence adaptative, au sens de Volcan, plus une réconciliation abordée par le haut à travers les traités, qu'une réconciliation accomplie par un processus de travail en profondeur. Pour qu'une vraie réconciliation ait lieu, il faut une attention sincère des groupes eux-mêmes, une demande authentique, une volonté politique claire et dénuée de toute ambivalence. Les groupes de dialogue développés par Vanik Volkan réunissent des représentants des deux nations, des diplomates, des historiens, des psychanalystes, des psychologues, pour travailler ensemble sur les récits collectifs, les traumatismes, les humiliations, la part d'ombre. Ce travail psychologique est indispensable.
il doit aussi s'accompagner d'une transformation des structures démocratiques et géopolitiques pour assurer un cadre extérieur sain. Retraçons rapidement la trajectoire de l'Union européenne depuis le milieu des années 1980 à travers le prisme des occasions manquées. En 1984, le projet Spinelli, adopté par le Parlement européen à une très large majorité, proposait une relance de la construction européenne par la coopération et avec une organisation institutionnelle fondée sur le principe de la subsidiarité ascendante. Il est écarté par les chefs d'État et de gouvernement. Et en 1986, l'acte unique fait le choix du marché, du néolibéralisme et de la concurrence. Cette pensée unique, poursuivie des décennies durant sans la moindre remise en question, ignore l'identité européenne dans sa diversité. En 1992, Maastricht poursuit cette logique avec une monnaie unique plutôt qu'une monnaie commune. La subsidiarité sous sa forme descendante, cette fois-ci, et la monnaie unique impose une uniformisation. En 1991, l'effondrement de l'URSS ouvre une fenêtre extraordinaire, la possibilité d'un rapprochement avec la Russie et la possibilité de la création d'une architecture de sécurité commune. En 1995, l'Union européenne se révèle impuissante à régler le problème yougoslave. Les accords de paix seront signés à Dayton, aux États-Unis. Et cette fenêtre se referme définitivement avec la guerre de l'OTAN contre la Serbie en 1999 et la politique américaine d'élargissement de l'OTAN vers l'Est, ce que la Russie vit comme une menace existentielle. 2008 marque le dernier acte de résistance, avec la médiation française lors de la guerre de la Géorgie contre l'Ossétie du Sud, et surtout les réticences européennes à une intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Mais c'est la dernière étape avant une vassalisation complète. Enfin, le refus du traité établissant une constitution pour l'Europe en 2005 est contourné avec l'adoption du traité de Lisbonne en 2009. Ce qui frappe dans cette trajectoire, c'est la constance du refus. L'Union européenne a refusé depuis 1984 toute remise en question sérieuse de ses politiques, que ce soit sur le plan économique, géopolitique ou institutionnel. Elle a raté l'occasion du rapprochement avec la Russie. Elle a projeté massivement son ombre sur la Serbie d'abord, puis sur la Russie. Elle évolue inexorablement vers une fédéralisation centralisatrice qui uniformise et efface les identités nationales. C'est la subsidiarité descendante du traité de Maastricht. Et elle refuse d'admettre la réalité d'un monde qui évolue vers la multipolarité. 2009 marque donc la rupture entre les dirigeants et les peuples avec le traité de Lisbonne. Et en refusant cette confrontation à son ombre, la conception même de l'Union européenne, défectueuse dès le départ, bascule progressivement dans la pathologie. Ce que le psychiatre Andrew Lobachevsky appelait la pathocratie, un système où des mécanismes pathologiques ont pris le contrôle des structures de pouvoir, avec même une volonté de nuire, décrit bien ce qu'est devenue l'Union européenne. L'Union européenne est dans le déni des causes de son effondrement, à savoir les politiques menées de 1984 à 2009 en particulier, et poursuivies sans aucune remise en question. L'Union européenne œuvre contre l'intérêt de ses propres peuples. Elle a perdu la maîtrise de son destin et accepte de payer pour les intérêts américains, alors même que les États-Unis cherchent à empêcher l'Europe de s'affirmer comme une puissance autonome. Les nations sont soumises au marché financier. La volonté de contrôle et d'asservissement risque de conduire à la disparition des nations. Et si on suit la logique perverse d'une pathocratie,
L'étape ultime serait d'engager l'Union européenne dans une guerre frontale et totale contre la Russie. L'Union européenne s'est construite sur les valeurs de la famille nucléaire absolue, le néolibéralisme et le libre-échange, avec des renforcements successifs depuis 1986, jusqu'à devenir étroitement liée à l'OTAN et totalement alignée sur les États-Unis depuis 2008. L'intégration de la Pologne et des pays baltes, des pays russophobes, a encore plus accentué cette dynamique. Il y a là une perte profonde de l'identité européenne, une perte symbolique de l'équilibre entre les différentes composantes de l'Europe, au détriment des trois autres pôles familiaux. Au détriment des valeurs de la famille communautaire exogame, avec la guerre de l'OTAN contre la Serbie, puis contre la Russie via l'Ukraine, l'évolution vers une militarisation de l'Union européenne, ça provoquera des coupes sociales. Au détriment des valeurs de la famille nucléaire égalitaire, avec l'effondrement des dépenses d'investissement, ce qui correspond symboliquement à l'archétype nucléaire, et au détriment des valeurs de la famille souche, avec des États impuissants placés sous la coupe des marchés financiers ou sous le poids de la bureaucratie européenne. La question de la Russie mérite qu'on s'y arrête avec soin, car c'est peut-être l'occasion manquée la plus lourde de conséquences. Entre 1986 et 1999, la Russie a amorcé une confrontation à sa propre ombre. Les crimes de Staline ont été révélés au grand jour et l'échec du communisme a été reconnu. La Russie a renoncé à sa prétention hégémonique. Elle a accepté, au prix d'une souffrance sociale immense, la thérapie de choc néolibérale, pourtant profondément inadaptée à sa structure familiale communautaire exogame. Et elle s'est montrée désireuse d'intégrer l'espace européen et même de rejoindre l'OTAN. En mai 1999, des cérémonies étaient prévues pour le 50e anniversaire du Conseil de l'Europe. Elles devaient symboliser l'intégration de la Russie dans la communauté européenne. L'année avait été placée sous le signe de la sécurité démocratique, dans la perspective d'inclure la Russie dans un espace de sécurité commune. Le thème « L'Europe, un patrimoine commun » devait montrer les liens culturels et historiques entre Russes et Européens de l'Ouest. Des plants d'orchidées cymbidium, symbole de l'amitié, de la morale et du respect, connus pour la longévité exceptionnelle de leur floraison, devaient être remis à tous les États membres, y compris la Russie, et un timbre commémoratif devait marquer symboliquement l'entrée de la Russie dans le club européen et la réunification du continent. Il faut rappeler que la confrontation à l'ombre en Russie s'est faite dans des conditions extrêmement difficiles, imposées de l'extérieur dans un contexte de chaos post-soviétique. Par analogie avec la psychologie individuelle, c'est comparable à une confrontation brutale à l'inconscient susceptible de provoquer une psychose. Déclenchée dans ce contexte de chaos, la première guerre de Tchétchénie entre 1994 et 1996 relevait moins d'un impérialisme délibéré que d'une réaction chaotique d'un État qui peinait à se maintenir. Le pouvoir sous Yeltsin était lui-même dans un état de déstructuration avancée. Le processus était donc fragile, douloureux, inachevé, mais réel. Ce processus d'ouverture s'est heurté à une succession d'attitudes occidentales qui ont sonné comme autant de fins de non-recevoir. La guerre contre la Serbie en mars 1999, une alliée traditionnelle de la Russie, et l'extension de l'OTAN qui a été perçue comme une atteinte directe à la sécurité russe. Le refus de créer un espace de sécurité commune avec la Russie et de prendre en considération ses demandes légitimes, l'installation de missiles en Pologne et en Tchéquie en 2002, une nouvelle extension de l'OTAN en 2004, aux Pays-Bas en particulier,
l'intention d'intégrer l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN en 2008, l'implication de la CIA lors des événements de Maïdan en Ukraine en 2014, et finalement l'incapacité de la France et de l'Allemagne à faire respecter les accords de Minsk qu'elles avaient pourtant co-signés. Et comme Angela Merkel l'a reconnu, il fallait donner du temps à l'Ukraine pour qu'elle se réarme avec l'aide de l'OTAN. Pour revenir au 50e anniversaire du Conseil de l'Europe en 1999, offrir un plan de cette orchidée cymbidium à la Russie, en pleine guerre de l'OTAN contre la Serbie, a été vécu par la Russie comme une trahison et un symbole d'hypocrisie. Poutine arrive au pouvoir en mars 2000, porté par la réactivation d'une blessure collective profonde, l'humiliation de l'effondrement soviétique, et par la volonté de restaurer la fierté russe. Du côté autoritaire de la famille communautaire exogame, favorisant un régime autoritaire, les conditions étaient réunies pour ce retournement. En 2007, le discours de Poutine à Munich marque le point de rupture assumé. La Russie se tourne alors vers la Chine pour construire les BRICS en 2009, choisissant par défaut un partenaire culturellement bien plus éloigné que l'Europe. Ce retournement dit tout de l'occasion manquée, c'est l'Europe, partenaire culturellement le plus proche de la Russie, qui a rendu ce choix inévitable. L'occasion manquée du rapprochement avec la Russie n'est pas seulement géopolitique, elle est aussi et surtout psychologique. L'Europe a été touchée par le terrorisme islamiste entre 2004 et 2017. Mais entre 1991 et 1999, l'Europe n'était soumise à aucune menace extérieure sérieuse. C'était donc le moment idéal pour qu'elle se confronte à sa propre ombre, notamment aux valeurs de la famille communautaire exogame qu'elle avait rejetées depuis 1984 au profit de la concurrence et du marché. Mais l'Union européenne a persisté à refouler ces valeurs. Le besoin de projection a fini par fabriquer l'ennemi qui manquait. Donc l'ennemi extérieur a dû être construit. La Serbie, alliée traditionnelle de la Russie, structurée elle aussi sur la famille communautaire exogame, en a été la première cible. Les atrocités croates ont été minimisées. Milosevic a été progressivement transformé en figure du mal absolu, le nouveau Hitler, ce qui a rendu impossible tout traitement diplomatique nuancé du conflit. Ceci nous amène à distinguer deux niveaux de réalité, deux approches qui correspondent à deux stades différents. Avant l'intégration de l'ombre, c'est la loi du plus fort, la compétition entre puissances, la disparition du droit international en Serbie, en Irak, en Libye, en Iran, par l'OTAN et ou par les États-Unis, ou bien encore, plus récemment, en Ukraine, par la Russie. C'est aussi vouloir imposer des valeurs occidentales au reste du monde, avec une lutte du bien contre le mal, au risque d'une position cynique. En géopolitique, l'école réaliste décrit bien cette position. Après l'intégration de l'ombre, il s'agit d'affirmer sa puissance, mais sans volonté hégémonique, en se libérant d'un ethnocentrisme occidental. Aucune civilisation ne peut prétendre détenir une vérité universelle. Il s'agit également de réformer le Conseil de sécurité, de respecter la Charte des Nations Unies et le droit international de manière à préserver les générations futures du fléau de la guerre. L'Union européenne prétend adopter une position vertueuse, défendre des valeurs, les droits de l'homme et le droit international. Mais en février 2026, les États-Unis ont commis en Iran exactement ce que l'Union européenne reproche à la Russie en Ukraine, une violation flagrante du droit international. En ne condamnant pas cette attaque, sauf de rares exceptions comme l'Espagne, l'Union européenne montre qu'elle ne combat pas pour le droit,
Les règles qu'elle défend ne sont que des instruments de domination appliqués sélectivement. C'est donc pour l'Union européenne une perte de crédibilité morale, une trahison de l'idéal européen qui provoque une perte de confiance supplémentaire des populations envers leurs dirigeants. Après l'effondrement économique, c'est le déclin moral d'une civilisation qui se profile. L'Union européenne n'est plus à la hauteur de ses idéaux. On retrouve cet effondrement moral dans les conditions d'adhésion à l'Union européenne. Les exigences concernant la mémoire historique sont très fortes pour la Serbie, mais modérées pour la Croatie. Et elles sont pratiquement absentes pour l'Ukraine, malgré la glorification officielle de Bandera, considéré comme criminel de guerre par la Pologne, malgré la question des minorités hongroises, roumaines et russophones, malgré la législation de 2019 sur la langue ukrainienne, malgré la banalisation de certains symboles du nationalisme radical. Ce double standard n'est pas une erreur conjoncturelle, c'est le signe répété d'une Europe structurellement clivée, qui projette son ombre selon une logique inconsciente et répétée. Face à cet effondrement global, les nations européennes se trouvent à la croisée des chemins. Le premier chemin consiste à maintenir l'Union européenne telle qu'elle est. Dans ce cas, il faut s'attendre à une accélération de l'effondrement en cours, du fait des politiques menées depuis 1984, sans la moindre remise en question, avec les choix institutionnels, le traité de Lisbonne, les choix économiques, la pensée unique, le néolibéralisme, le libre-échange, la destruction de la petite paysannerie et de la santé, la désindustrialisation, les multiples pertes d'autonomie et de souveraineté, et enfin les choix géopolitiques avec le rejet de la Russie entre 1991 et 1999. Cet effondrement correspond à un soi déstructuré, représenté symboliquement par le dieu Mercure sous son aspect négatif, le dieu des menteurs avec la propagande, le dieu des voleurs avec la crise financière de 2008, l'emprise des marchés financiers sur les États, le biopouvoir au sens de Foucault suite à la crise de la Covid-19, la perte de sens et le nihilisme. C'est un processus de déshumanisation. Le second chemin consiste à se libérer de cette Union européenne pathologique, et là, plusieurs options se dessinent. Donc on écarte déjà les deux extrêmes. D'un côté, le nationalisme fermé sur lui-même, le repli identitaire, comme on peut le voir avec le nationalisme d'extrême droite de l'Ukraine occidentale, qui offre un exemple inquiétant des dérives possibles, et donc de l'autre côté, le fédéralisme avec la subsidiarité descendante, précisément ce qu'est devenue l'Union européenne actuelle. Entre les deux, plusieurs voies intermédiaires. D'un côté, le souverainisme, avec des coopérations à la carte, ou bien une confédération où les États gardent le dernier mot. Et de l'autre côté, une vision moins poussée du fédéralisme, avec une subsidiarité ascendante et la coopération telle que le proposait le traité Spinelli. La voie du milieu serait une communauté européenne fondée sur la subsidiarité ascendante, le respect des nations, une monnaie commune et non unique, une souveraineté européenne avec un protectionnisme adapté selon les normes sociales et environnementales des partenaires économiques, et une acceptation de la confrontation à son nombre pour accompagner la transition vers la troisième mutation. Ce que le processus d'individuation signifie à l'échelle d'un individu, sortir de la dépendance, accepter son passé, se respecter et devenir ce que l'on est en vérité, développer une relation plus authentique à l'autre, peut être transposé à l'échelle d'une nation. Pour une nation, cela signifie
se libérer d'un deuil pathologique collectif, selon la vision de Volckham, intégrer son passé, les guerres, les traumatismes, les humiliations, accepter que l'autre puisse avoir raison, reconnaître ses propres torts, affirmer sa souveraineté, construire des relations de bon voisinage avec les États proches. L'Union européenne s'est construite selon une logique descendante. On crée d'abord les traités, on contraint les pays à s'y conformer pour adhérer, le pouvoir vient d'en haut et s'impose vers le bas. Le résultat est une uniformisation progressive qui efface les identités nationales et contourne les peuples, comme le résultat du référendum de 2005 en a fourni l'illustration la plus criante. La communauté européenne inverse radicalement cette séquence. On ne décrète pas une communauté par un traité, elle se construit par un processus. Ce processus commence par un travail que les nations font sur elles-mêmes, sur leur propre ombre, et c'est de cet engagement sincère et démontré que naît un projet commun dont les institutions ne sont que l'expression ultérieure. C'est une logique de maturité et non de conformité. Que signifie concrètement pour l'Europe se confronter à son ombre? Cela signifie accepter un travail sur le passé, reconnaître les erreurs commises depuis 1984, tant sur le plan institutionnel, économique et géopolitique. Cela signifie ensuite accepter la perte de pouvoir après 5 siècles de domination du monde, renoncer à contrôler les États et les peuples par le biais de structures centralisatrices avec une subsidiarité descendante, cesser de se percevoir comme l'incarnation du bien, déconstruire la diabolisation de l'autre, ce que Pierre Conessa appelle la fabrique de l'ennemi, affirmer sa souveraineté, son unité géostratégique et son identité pour se libérer de la position de vassal vis-à-vis des États-Unis et dialoguer authentiquement avec les autres cultures et civilisations, non plus comme puissance dominante, mais avec un esprit de coopération. Les pays qui ne souhaitent pas s'engager dans leur propre travail s'excluent d'eux-mêmes de cette communauté. Cette communauté européenne devrait se fonder sur une éthique que l'on peut décliner en plusieurs points. Vision juste et globale, à l'encontre d'une vision parcellaire et unilatérale, comme ne considérer que la position occidentale sur le conflit ukrainien. Intention juste, à l'encontre des intentions cachées, comme par exemple la volonté américaine de séparer l'Europe de la Russie, comme cela a été écrit par Brzezinski. Diplomatie, écoute des besoins, à l'encontre d'un discours manichéen, le bien contre le mal, ou encore la propagande. Volonté de créer un espace de sécurité, à l'encontre des sabotages de négociations de paix, comme par exemple cela a eu lieu en avril 2022 pour l'Ukraine. Développement mutuel par la coopération, à l'encontre d'une volonté de prédation ou de sanctions unilatérales comme celle décidée par les États-Unis. Persévérance, à l'encontre d'un relâchement pendant les temps heureux qui risque de conduire au retour d'une platocratie, comme le décrit Andrew Lobachevsky. Vigilance, à l'encontre du fait de ne pas être capable de déceler rapidement les signes d'une pathocratie émergente. Et le sens, à l'encontre du matérialisme et du nihilisme. Cette question du sens est en lien avec la naissance de la physique quantique qui signe l'entrée dans la troisième mutation. Le principe de non-séparabilité implique que la séparation radicale entre États est une illusion de même nature que la séparation entre des particules intriquées, ce qui nous ramène à la vision de l'interdépendance
et l'impossibilité d'assurer sa sécurité sans tenir compte de l'autre. Une communauté européenne devra reconnaître et intégrer consciemment sa propre diversité, ce que les travaux d'Emmanuel Todd permettent de conceptualiser comme une quaternité, une organisation dynamique des différences et des complémentarités entre les 4 pôles familiaux. Des États pourraient ainsi créer une communauté européenne sous la forme d'une communauté pluraliste d'États souverains distincts, une pluralité ordonnée, pour reprendre la formulation de Mireille Delmas-Marty. Les institutions devraient refléter la structure polycentrique de l'Europe en se basant sur une subsidiarité ascendante et sur le principe de la conjonction des opposés. C'est ce que l'on retrouve dans le concept développé par Philippe Courtepaillen avec la double démocratie. Le Parlement européen serait scindé en deux, avec une partie qui traiterait de la culture, de l'écologie, l'enseignement, la promotion de la santé, tout ce qui est de symbolique féminine, et une autre partie en lien avec l'économie, le commerce, l'agriculture, la diplomatie, le transport, tout ce qui est en lien avec une symbolique masculine. Donc ceci correspondrait à une première séparation des pouvoirs. Par ailleurs, une chambre de la société civile, avec des représentants des États, des représentants des comités économiques, sociaux et environnementaux nationaux et un comité d'éthique, serait chargé d'élire 3 médiateurs que l'on peut appeler, en écho aux archétypes jungiens, médiateur puer, médiateur mercure, médiateur sénex. Cela donc induirait une seconde séparation des pouvoirs, le médiateur puer s'occupant d'une autorité européenne indépendante pour garantir le pluralisme des médias, ainsi que de la recherche et de l'innovation, le médiateur sénex s'occupant d'une instance de dialogue entre les différentes traditions juridiques, ainsi qu'une vision à long terme, et le médiateur mercure, tout ce qui est en lien avec la finance et la monnaie commune. Les parlementaires européens seraient issus des parlements nationaux, de manière à mieux faire le lien entre l'Europe et les États. Les représentants des conseils économiques, sociaux et environnementaux seraient tirés au sort. Pour les premiers comme pour les seconds, un mandat de 6 ans avec un renouvellement par tiers favoriserait une continuité. Il y aurait enfin la nécessité de trouver un consensus entre les deux chambres. Quant au comité d'éthique, il serait chargé de veiller au respect des différents courants de pensée dans les différentes expertises, que ce soit en économie, en santé, pour le climat, en géopolitique, etc. On a donc les 2 pouvoirs de la communauté directement liés au Parlement européen, les 3 pouvoirs de contrôle issus de la Chambre de la société civile. La Commission ne ferait qu'exécuter les décisions, peut aussi représenter les 5 pouvoirs symboliquement de cette façon-ci, et ceci représente un système polycentrique peu hiérarchisé. Calypso Nicolaïdis propose, avec le concept de démoïcratie, une voie intermédiaire entre le repli identitaire et le fédéralisme uniformisateur, qui rejoint la vision de la communauté européenne et également de la double démocratie. La démoïcratie reconnaît les différentes identités nationales comme une richesse à préserver et non comme un obstacle à supprimer. Elle appelle à la création d'un espace public européen avec de vrais partis politiques européens et des débats transnationaux sans qu'il y ait de risque de domination d'une culture ou d'une nation sur les autres. Le principe fonctionne avec une subsidiarité ascendante et avec une organisation horizontale et polycentrique du pouvoir. Elle développe par ailleurs la subsidiarité active
pour faciliter la connexion, la coordination et la coopération entre les unités nationales sans les fondre dans un moule unique. Et on pourrait rajouter également que cette subsidiarité active est en lien avec la coordination, la coopération entre les différents archétypes. Effectivement, cette notion de pluralité ordonnée résonne directement avec le concept du jungien du soi. Le soi chez Jung est un archétype ordonnateur qui permet l'accomplissement de soi, la quête de sens, l'ouverture de la conscience. Il est un régulateur entre les opposés, représenté symboliquement dans la mythologie par le dieu Mercure, mais cette fois-ci dans sa version différenciée, le messager des dieux, le médiateur entre les contraires, d'où la notion de conjonction des opposés entre Sénex et Puère, entre anima et animus. On peut ainsi relier de façon analogique la notion de conjonction des opposés avec la subsidiarité active. La communauté européenne ne cherche pas à effacer les tensions entre ces pôles, elle cherche à les articuler. C'est toute la différence entre l'uniformisation et la pluralité ordonnée avec la subsidiarité active. Une telle communauté européenne devra affirmer sa souveraineté sur plusieurs plans essentiels. Souveraineté industrielle d'abord, en affirmant son autonomie, en protégeant les entreprises stratégiques au lieu de les brader. La réindustrialisation se heurte cependant au problème de l'énergie. La souveraineté financière, avec la maîtrise de la dette et une monnaie commune qui permettent aux économies nationales de conserver une capacité d'adaptation, à la différence de la monnaie unique actuelle. Souveraineté dans les échanges, avec un protectionnisme adapté selon les normes sociales et environnementales des partenaires économiques, afin de défendre les productions européennes. Et souveraineté de défense, une défense indépendante, sans subordination à une puissance étrangère, en abandonnant le rôle de partenaire junior des États-Unis, avec une capacité à se protéger sans pour autant nourrir une ambition hégémonique. Et par ailleurs, le complexe militaro-industriel devra être soumis à un contrôle parlementaire. Sur le plan économique et social, la communauté européenne devra mettre au même niveau les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, rompant avec la hiérarchie actuelle qui place le marché au-dessus de tout. Elle devra développer l'investissement et la recherche, ce qui correspond symboliquement à l'archétype du puère, dans une vision à long terme ancrée dans la sagesse du Sénex. Et elle devra le faire en s'appuyant sur la pensée complexe avec un comité d'éthique qui garantit le respect de tous les courants de pensée dans toutes les expertises. Elle devra enfin construire un espace juridique commun qui intègre les différences sans les effacer. Et pour reprendre la formulation de Mireille Delmas-Marty, créer de la cohérence sans uniformiser. C'est l'application de la pensée au complexe au domaine juridique. Karl Deutsch a développé le concept de communauté de sécurité, un espace où la guerre entre membres devient impensable parce que les conditions qui la rendraient possible ont été transformées. Dans cet esprit, la communauté européenne devrait se doter d'une cour européenne de sécurité, composée de juges, de diplomates, d'experts militaires, d'historiens, de journalistes, d'organisations humanitaires, le tout sous contrôle parlementaire. Son objectif serait de construire un espace de sécurité et de paix, de développer la confiance mutuelle, de gérer les crises avant qu'elles ne deviennent des guerres et avec une médiation obligatoire. Le respect des règles implique un consentement structurel et permanent, à la différence de la Cour permanente d'arbitrage. Donc cette Cour européenne de sécurité pourrait être saisie non seulement par les États et les collectivités territoriales, mais aussi directement par les populations,
via un médiateur européen chargé de la défense des droits des peuples. Cette Cour européenne de sécurité devrait combiner plusieurs fonctions: la protection des droits des minorités et des peuples, une chambre de réconciliation, la détection précoce des tensions, et enfin l'arbitrage contraignant des conflits. La société civile choisirait parmi des juristes qualifiés, présélectionnés par des instituts et universités spécialisés. Le mandat de ces juristes serait unique et long, sans possibilité de reconduction. Le médiateur Sénex, par exemple une personne qui cumulerait une expérience longue des processus de réconciliation, pourrait être le président honorifique de cette Cour européenne de la paix, sans pour autant avoir une fonction de juge. Il serait également le garant de la diversité, de la représentation culturelle et géographique du comité d'éthique, ce dernier étant le garant du pluralisme des savoirs et des courants de pensée. Une Europe individuée serait enfin en mesure de dialoguer authentiquement avec les autres civilisations, se mettre à l'écoute des cultures qui structurent différemment le rapport entre l'individu et la communauté, entre le temporel et le spirituel, comprendre les besoins de l'autre, le besoin de sécurité de la Russie, que l'Europe a systématiquement ignoré, ou les aspirations des sociétés arabes et musulmanes. Définir les menaces et apprendre à les diminuer, à l'inverse de la guerre américaine contre l'Iran en 2026, il s'agit de créer des ponts, de comprendre les besoins de l'autre. Une Europe individuée ayant accompli ce retour sur elle-même pourrait alors offrir un espace de dialogue avec des civilisations structurées sur d'autres logiques, en particulier le monde arabo-musulman. Cette vision d'une communauté européenne s'inscrit dans un horizon plus large, le paradigme de la troisième mutation, à savoir se libérer du matérialisme pour conjoindre science et conscience, réunir les sciences tournées vers la matière et celles tournées vers l'esprit, la psychologie, la philosophie, la spiritualité, et engager un processus d'humanisation de nos sociétés. Une communauté européenne suppose donc une participation active des individus, apprentissage dès l'école de la communication, de l'écoute et du dialogue, développement des compétences psycho-émotionnelles et d'un esprit critique, sensibiliser précocement au travail sur l'esprit. Ensuite, implication dans la vie de la cité avec un équilibre entre la poursuite de l'intérêt personnel et l'intérêt commun. Et enfin, une formation radicalement différente des futurs dirigeants. Un espace de sécurité commune serait créé entre la communauté européenne, les autres pays européens, la Russie et la Turquie, au sein d'une OSCE rénovée. Une cour d'arbitrage européenne aurait une compétence préventive. Elle serait chargée de prévenir les conflits, en particulier sur deux grandes lignes de fracture. La première concerne le lien à la Russie, avec l'Ukraine, l'Estonie, la Moldavie, la Transnistrie, Kaliningrad. Elle reflète le rejet par l'Union européenne des valeurs de la famille communautaire exogame, d'où la projection de l'ombre sur deux pays structurés sur cette famille, d'abord la Serbie, puis la Russie à partir de 1999. On a donc ici une carte de la Baltique. Suite au coup de Prague et au blocus de Berlin en 1948, il y a eu la création de l'OTAN en 1949, avec donc entre autres la Norvège et le Danemark. L'Allemagne de l'Ouest, la RFA, entre le 9 mai 1955, ce qui constituait une ligne rouge pour l'URSS de l'époque, et qui en réaction, 5 jours plus tard, va créer le pacte de Varsovie. Avec l'indépendance
des pays baltes en 1991, le territoire russe de Kaliningrad est séparé de la Russie. La Pologne intègre l'OTAN en 1999, les pays baltes en 2004 et enfin la Finlande et la Suède. Donc, l'élargissement progressif de l'OTAN de 1949 à aujourd'hui a transformé la mer Baltique en zone de contrôle quasi total de l'Alliance, et Kaliningrad est désormais potentiellement sous la menace d'un blocus, et c'est une poudrière qu'une architecture de sécurité commune aurait vocation à désamorcer. La seconde ligne de fracture est double. La Croatie et la Serbie se trouvent sur une ligne de fracture entre Empire romain d'Occident et Empire romain d'Orient. On retrouve dans ce conflit la problématique du rejet par l'Union européenne des valeurs de la famille communautaire exogame, perçues comme incompatibles avec le néolibéralisme, ce depuis 1984 avec le rejet de la coopération au profit de la concurrence en 1986 avec l'acte unique. Le traité de Maastricht avait promis la paix, mais l'Europe s'est révélée impuissante lors de la première crise yougoslave, d'où les accords signés aux États-Unis à Dayton en 1995. La guerre en Yougoslavie éclate donc durant les négociations pour le traité de Maastricht, et il est curieux de constater ensuite qu'à la même période de Dayton, suite à la crise de la page folle, le libre-échange du traité de Maastricht est radicalement remis en question. La question du Kosovo, soigneusement évitée à Dayton, a conduit à la guerre de l'OTAN contre la Serbie. Avec sa forte population musulmane au niveau du Kosovo, cela ramène à la frontière entre l'Empire des Habsbourg et l'Empire ottoman. On retrouve ici la question de la coexistence entre familles exogames et familles endogames. L'acte unique, puis le traité de Maastricht, ont construit une Europe structurellement clivée, dont les conditions d'adhésion différenciées révèlent une constante, forte pour la Serbie, modérée pour la Croatie, comme on l'a vu auparavant. Ce double standard n'est pas conjoncturel, c'est le signe d'une Europe qui projette son ombre selon une logique inconsciente. À l'inverse, suite au processus d'endogamie symbolique, une Europe individuée aurait tissé des liens étroits avec la Russie et créé un pont avec le monde arabo-musulman. On a ici une carte de Chypre, la partie nord sous contrôle de la Turquie, la partie sud fait partie, donc appartient à la Grèce et fait partie de l'Union européenne, et les deux flèches montrent la présence de deux bases militaires britanniques. Donc, le cas de Chypre illustre avec une clarté saisissante la perte de souveraineté de l'Union européenne dans sa propre politique étrangère. Le Royaume-Uni a conduit des opérations militaires depuis ses bases souveraines à Chypre lors de la guerre américaine contre l'Iran fin février 2026, sans consulter ni Chypre ni l'Union européenne. Et il se trouve que l'Iran a répliqué. Ainsi, un territoire de l'Union européenne, Chypre, a été exposé à des représailles sans avoir été informé de l'opération britannique. En conclusion, cette approche psychosociopolitique de l'Europe s'inscrit dans une démarche résolument transdisciplinaire qui refuse de séparer ce qui, dans la réalité, est profondément lié, les structures anthropologiques, les dynamiques politiques et les processus psychiques collectifs. Le processus d'individuation jungien constitue le fil conducteur de cette analyse. Appliqué à l'échelle des civilisations, il permet de comprendre pourquoi l'Europe ne peut pas faire l'économie d'une confrontation à son ombre,
si elle entend jouer un rôle authentique et cohérent dans le monde multipolaire qui se dessine. La guerre déclenchée par les États-Unis contre l'Iran fin février 2026 révèle un peu plus l'hubris d'une puissance hégémonique qui refuse d'accepter la transformation du monde. Mais elle pourrait aussi ouvrir une fenêtre, peut-être la dernière, pour que l'Europe comprenne qu'elle doit faire le deuil de son rôle de vassal, de se libérer de l'ingérence américaine, et aussi, comme on vient de le voir, de l'ingérence britannique à Chypre, et commencer à se confronter à sa propre ombre. Cela implique de reconnaître publiquement les erreurs économiques et géopolitiques commises depuis 1984, ce qui suppose pour les dirigeants actuels d'assumer la responsabilité des conséquences. À défaut, faudra-t-il en passer par un changement de dirigeants, un réveil de la société civile, l'émergence de nouveaux partis politiques en adéquation avec la transition vers la troisième mutation, ou bien par des révoltes sociales. La confrontation à l'ombre est un travail exigeant. Il aurait été plus facile à entreprendre si l'Union européenne n'avait pas dérivé depuis 1984. À présent, ce processus prendra des décennies. La première étape concerne le couple franco-allemand. Il lui revient de parachever ce que la réconciliation n'a fait qu'esquisser, passer de la coexistence adaptative à une réconciliation en profondeur. Cela nécessite un travail de longue haleine à l'échelle des individus et des sociétés, et probablement un changement radical de la classe politique. La deuxième étape, plus difficile encore, sera d'établir un dialogue réel entre les valeurs de la famille nucléaire absolue et celles de la famille communautaire exogame, et d'opérer un rapprochement avec la Russie. La Russie n'est pas prête d'oublier l'attitude des pays européens. Et pour les présidentielles de 2030 en Russie, il existe un risque réel pour qu'une personnalité bien plus tranchante succède à Poutine. La troisième étape concerne la Turquie, la Grèce et plus largement la relation avec le monde arabo-musulman et l'Iran. Le processus d'endogamie symbolique qui permettrait d'ouvrir un dialogue authentique avec ces civilisations. L'intégration de l'ombre ouvrira ensuite la voie vers le processus de la conjonction des opposés. C'est d'ici que devrait émaner la dynamique entre les valeurs portées par l'archétype du puer et du senex, du masculin et du féminin. Et une telle Europe pourra alors coopérer pour les objectifs communs, comme par exemple la lutte contre le cancer, le développement de l'intelligence artificielle, le secteur de l'énergie, l'exploration spatiale, et contribuer, depuis la singularité de son identité, à l'humanisation des relations internationales. La troisième mutation, amorcée au tournant du XXe siècle, avec la première conférence internationale de la paix en 1899 et la naissance de la physique quantique en 1900, ouvre précisément cet horizon, la conjonction des valeurs associées aux 4 systèmes familiaux de l'ère européenne. Le concept de la double démocratie de Philippe Companien, la pluralité ordonnée de Mireille Delmas-Marty, mis en résonance avec l'archétype jungien du soi, offre le cadre institutionnel et symbolique d'une telle ambition. Elle suppose une Europe qui cesse de s'uniformiser pour mieux se comprendre, qui cesse de dominer pour mieux coopérer, et qui accepte la complexité et la dynamique des opposés comme condition de sa propre cohérence. Alors ce travail ne prétend pas offrir un programme applicable à court terme, son ambition est d'une autre nature, proposer une direction cohérente qui donne sens aux étapes intermédiaires inévitables. Lu comme horizon, il devient un outil de discernement. Toute nouvelle structure européenne mérite d'être évaluée à l'aune de 5 questions simples.
Engage-t-elle l'Europe dans un travail authentique sur son ombre? Renforce-t-elle la souveraineté européenne? Respecte-t-elle l'identité européenne dans sa diversité? Respecte-t-elle la diversité des nations qui la composent? Assume-t-elle sa complexité?